Hello, trop cool de pouvoir faire cette petite vidéo qui est un tout nouveau format pour moi, inspiré très largement des formats que j'adore consommer de Grégoire Gambato, Guillaume Houbèche et Théo Lyon de Kudak. Je trouve que le format est vraiment cool, se prête vraiment au fait de pouvoir livrer des apprentissages, des opinions, des tendances, des choses qu'on observe. Bref, c'est parti. Pour ce premier format, j'avais envie de te parler d'un sujet qu'on voit beaucoup dans les boîtes tech, en tout cas où beaucoup d'entrepreneurs se posent la question. C'est comment est-ce qu'on crée une équipe produit et en fait, quel profil on va recruter comme premier profil produit. Historiquement, on voit beaucoup de boîtes recruter un premier ou une première product manager. Et c'est vrai que globalement, je dirais que c'est la tendance la plus large. Quand tu as un peu d'argent, que tu veux commencer à créer cette équipe produit, tu vas vers un premier PM. Mais depuis quelques mois, je dirais même quasiment une année, je vois une configuration un petit peu différente émerger, que ce soit dans des boîtes françaises, européennes, voire américaines, mondiales. Les exemples que je peux donner, c'est notamment des boîtes comme Lago, Pivot, Hyperline, Linear, qui ont fait un autre choix qui est celui de recruter un premier product designer comme premier profil de leur équipe produit. Et j'avais envie aujourd'hui de creuser pourquoi ils font ce choix-là, de donner mon opinion et mes recommandations quand il s'agit de créer ta première équipe produit. Dans un premier temps, je vais te dire pourquoi ces boîtes font le choix de recruter un premier product designer, en tout cas ce que j'en ai compris moi en échangeant avec des dizaines, voire des centaines de boîtes. En fait, des boîtes comme Hyperline, Lago, Pivot ou Linear, elles font le choix de recruter un premier product designer à la place d'un PM, comme beaucoup de boîtes font, parce que très souvent, elles préfèrent recruter un profil qu'elles verraient ou qu'elles appelleraient plutôt un crafter ou un doer. Donc quelqu'un qui en fait va mettre les mains dans le cambouis et qui va contribuer de manière active à la construction du produit. Elles ne vont pas chercher à recruter un rôle plutôt de coordinateur ou de passe-plat, qui est très souvent quand même la façon dont les product managers se voient dans des boîtes, notamment un petit peu après la phase early stage, dans des boîtes plus grosses type scale-up ou later stage. Et pourquoi product designer? Parce qu'en fait, ce métier en lui-même, pour ces entrepreneurs, le product designer est plutôt vu comme quelqu'un qui conçoit des produits, qui met les mains dans le cambouis, qui va créer des choses tangibles, comme toutes les personnes de l'équipe en fait. Comme les équipes business vont aller chercher des clients, comme les ingénieurs vont coder et participer à la construction du produit, etc. Et donc, c'est le premier truc qui revient quand tu parles avec ces entrepreneurs. Ils vont te dire, mais en fait, nous, on veut un product designer, c'est un no-brainer, c'est juste qu'on ne veut pas quelqu'un qui se mette en position de coordination et qui ne participe pas activement à la concrétisation de ce produit, à la construction. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le rôle de PM, il est un petit peu mal défini, ou en tout cas, très souvent, ces entrepreneurs vont me dire dans nos expériences précédentes, on a un peu mal vécu, on a pâti du rôle de PM. Exemple Lucas chez Hyperline, qui est le fondateur et CEO de Hyperline. Lucas, il était VP Engineering chez Spendesk. Globalement, pour lui, les PM, c'était un peu des passe-plats. Et très vite, il s'est dit, c'est pas vraiment ce qu'il me faut pour construire Hyperline de zéro. Idem chez Lago, où Anto, la CEO, était une ancienne growth. Rafi, son cofondateur, était un peu entre les deux, entre product et growth. Et eux aussi ont un peu ce même constat. Et donc, forcément, ces gens-là, ils se disent, clairement, le designer, c'est la personne qu'il me faut. PM, pas vraiment. Ensuite, il y a un sujet qui est lié à ça. Quand tu recrutes une personne qui va se placer en tant que coordinateur, qui va finalement participer aux décisions, mettre des process de coordination et puis quelque part un peu déléguer, transmettre l'information aux personnes qui vont ensuite exécuter le produit, il y a un truc qui se passe, c'est que tu mets plus d'étapes en place pour concevoir le produit et donc forcément, tu as une perte de vitesse ou de vélocité, c'est le vocabulaire commun. Et en fait, en early stage, le truc que tu veux surtout pas, c'est justement perdre de la vitesse. Tu veux que ça aille très très vite. En vrai, ce truc-là, c'est valable aussi pour les grandes boîtes qui devraient faire super gaffe à leur vélocité, et c'est clairement pas le cas de toutes les boîtes. Mais néanmoins, quand tu parles à ces entrepreneurs, tu sens que la vitesse est critique. Ils ont des sous sur le compte bancaire, ça coûte très cher de recruter, ça coûte très cher de monter un produit. Et en fait, ils veulent aller le plus vite possible pour le plus vite possible générer du revenu et arriver en feature parity à l'équilibre un peu des solutions alternatives sur leur marché. Et ensuite, il y a un autre truc que les fondateurs ne disent pas directement, mais que je comprends, c'est la confiance. En fait, quand tu es fondateur ou fondatrice d'une boîte early stage, tu as envie que tout le monde avance et aille au front ensemble, main dans la main. Le truc, c'est que comme tout le monde participe activement à la construction du produit, tout le monde est très scrappy dans son approche, c'est vraiment la démerde, quoi. Si tu recrutes quelqu'un qui vient dans un rôle de coordination, qui vient un peu déléguer aux autres, voire manager les autres, c'est plus vraiment la même philosophie de vie. Et donc, il va se créer un manque de confiance
entre les équipes, le ou la PM qui va débarquer, s'il se met dans un rôle de coordination, très vite on va entendre autour de lui, il est sympa le PM ou la PM, mais il me dit de faire ça et il met pas la main à la pâte comme nous, il ne prend pas vraiment les risques comme nous, quoi. Et donc le sujet de confiance, il est clé, encore une fois, pour des sujets de vélocité, mais aussi juste de fonctionnement d'équipe qui peuvent vraiment amener des boîtes à se casser la gueule si ça ne marche pas. Et pour finir sur les messages qui ressortent à travers de mes échanges avec tous ces fondateurs de boîtes, recruter un premier product designer ou une première product designer, c'est aussi envoyer un message très fort en interne aux équipes, mais aussi à des investisseurs ou en externe. En fait, quand tu recrutes ce type de profil au tout début de l'équipe, ça envoie le message que globalement, le design, c'est quelque chose de clé dans la boîte. Et en fait, ça se ressent très fort sur certaines boîtes. Si je prends le cas de Linear, alors, ça a évolué parce que la boîte a grossi. Et aujourd'hui, il s'adresse à des boîtes plus grosses, ce qui fait que le message et globalement, toute la philo, l'ADN et la marque de la boîte ont évolué. Mais globalement, c'est une boîte qui est très inspirante d'un point de vue design. C'est vrai que rien que le site, moi j'ai beaucoup joué avec il y a quelques années au tout début de Linear. Et à chaque fois, je prenais une claque. C'était magnifique. Et tu te dis, mais si la homepage est comme ça, qu'est-ce que c'est le produit, quoi. Et globalement, je ne suis pas utilisateur de Linear tous les jours, moi, mais j'entends vraiment de très bons échos sur l'expérience que tu as avec ce produit. Tu vas sur le site de Hyperline, qui est un produit très complexe, qui pourrait être franchement ennuyant. Pareil, en fait, le site est beau, tout est bien fait, il y a des super idées, l'expérience est cool. Et ça, il est très probable que du fait qu'il y ait eu à un moment une décision de se dire le design c'est clé, via le recrutement d'un premier product designer, eh ben, ça participe à tout ça, quoi. Et globalement, l'expérience que tu as envie de donner à tes users, elle est aussi fonction de ça. Donc ça, c'est un truc que ces fondateurs m'ont dit, qui a participé dans le recrutement d'un premier product designer à la place d'un premier PM. Et un truc qui est très connexe à ça, qui est proche, c'est que globalement, les product designers, ils vont avoir une sensibilité à la brand et au design qui est un peu plus forte qu'un product manager. Ça dépend bien sûr des parcours de chacun, il y a toujours des cas exceptionnels, mais globalement, la marque, la brand, c'est un truc qui fait kiffer les product designers. Et la brand, si tu veux créer une brand très forte dans ta boîte, évidemment que ce type de profil est cool parce qu'à la fois, il va être très généraliste et participer activement à la conception de ton produit, mais en plus, il va amener ce petit truc-là que tu recherches qui va faire que ta solution, ton produit va rester dans la tête des gens parce que les gens y adhèrent à fond la caisse, quoi. Maintenant, j'aimerais te donner mon opinion sur ce recrutement, ce choix de recrutement qui a été fait par les fondateurs de Pivot, Lago ou Linear ou Hyperline. Moi, ce que j'entends en fait, et c'est marrant parce que j'ai fait un post LinkedIn exactement sur ce sujet il y a quelques semaines qui a très bien marché, qui a créé du débat. Moi, ce que j'entends globalement, c'est que ces fondateurs, ils ont pour point commun d'avoir un peu bavé, un peu pâti de leur expérience précédente avec des PM. Lucas chez Spendesk, il est VP Engineering. À l'époque, globalement, ça ne se passe pas très bien avec les PM. Pour lui, les PM sont vraiment des logisticiens, des passe-plats. Anto de Lago me dit à peu près pareil. Chez Conto, c'est un peu pareil. La boîte est beaucoup plus grosse évidemment, mais les PM, ce n'est pas la grosse expérience pour eux, quoi. Et en fait, quand tu entends ça, tu te dis peut-être qu'en fait le choix du product designer pour eux, il est rationnel en ce sens que globalement avec les PM ça s'est mal passé. Donc logique de se dire j'en veux pas dans ma boîte. Ça c'est le premier truc. Et donc c'est un premier biais peut-être de leur part. Ils s'expliquent de plein de façons différentes, on en a parlé avant, mais globalement c'est un premier biais et c'est à prendre en considération dans le choix du premier profil au produit. Ensuite, moi, ce que j'analyse globalement, c'est que product manager, il y a vraiment un problème dans ce nom. Il y a le mot manager. Et pour beaucoup d'entrepreneurs, mais même pour beaucoup de gens qui se disent product manager, ça amène un peu à un biais que globalement, tu as envie de manager quelque chose. Tu as envie de manager ta roadmap, tu as envie de manager des personnes, tu as envie de manager ton produit. On entend même parler de product owner, où là c'est pire, le terme owner veut dire propriétaire. Donc globalement, la personne peut vite se prendre propriétaire du produit. Faire hyper attention en fait au titre qu'on vend. Et globalement, ce truc-là amène pas forcément quelque chose de cool parce que dans des boîtes early stage où tu as envie que tout le monde mette la main à la pâte, tu ne peux pas créer un peu de supériorité entre les gens. Et côté fondateur, il y a plein de fondeurs qui se disent qu'il ne faut surtout pas qu'on recrute ce type de profil. Et côté product manager, il y a des gens qui ne comprennent pas bien leur métier. De ce fait, il y a un vrai quiproquo dans l'écosystème français que j'ai beaucoup moins trouvé aux US par exemple, où globalement, les gens ne comprennent pas trop le rôle du product manager et ce qu'on met dedans. Et évidemment, c'est au cas par cas. Toutes les boîtes ont des PM différents, et je pourrais en parler après sur d'autres exemples, mais je pense que ce rôle est un peu nocif. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les boîtes qui appellent leur product manager product. Du coup, on ne sait plus si c'est des designers ou des products, mais en fait, c'est ce qui permet quelque part de se dire, cette personne-là, elle contribue à faire fonctionner le produit pour que globalement ce produit participe à la croissance de la boîte et à générer des résultats sur la boîte. Et je trouve qu'il y a moins de quiproquos. En tout cas, ce quiproquo qu'on voit
en France et qu'on voit globalement en Europe aussi. Je pense que c'est un vrai sujet dans ces recrutements et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recrutements de premiers PM qui ne marchent pas. Il y a même des articles connus, je ne sais plus exactement le titre, je crois que c'est Better be the second PM than the first, qui veut dire en gros, il vaut mieux que tu passes en deuxième qu'en premier. Globalement, le premier PM, c'est toujours un peu l'envoi au front et ça ne se passe pas toujours très bien. Après, sur choisir un premier product designer, je trouve qu'il y a un truc qu'on aurait pu penser, c'est se dire peut-être que ça dépend un peu des parcours des entrepreneurs. Et donc je me suis dit, tiens, très vite, peut-être qu'effectivement, il y a une certaine typologie d'entrepreneurs qui vont plus vers un premier product designer parce que c'est une lacune par rapport à leurs compétences. Donc j'ai été regarder un petit peu le parcours des boîtes là, que je vous ai évoquées et d'autres boîtes également. Et si je prends quelques exemples, globalement, Hyperline, Pivot, c'est des boîtes dont une grande partie des entrepreneurs viennent de l'engineering. Hyperline, tu as Lucas, qui est autodidacte, mais qui a quand même fait beaucoup de software development et d'engineering, même s'il a une sensibilité design forte. Son founder, c'est pareil. Tu vas apprendre Pivot. Pivot, donc c'est Marc-Antoine Romain. Marc-Antoine, il était CTO, puis CPO de Conto, mais parcours quand même plutôt tech quand tu regardes les choses, même s'il avait une approche un peu différente. Et Romain, il était chez soi, il a fait plutôt des rôles il a fait un peu CMO, CEO, puis CPO. Donc c'est pas un pur product guy, mais il était plutôt sur des rôles marketing ops founder. Et si je regarde aussi Lago, c'est donc deux anciens de Conto, Anto qui est plutôt profil growth, c'est la première growth de Conto, et Rafi qui était sur un rôle un peu à cheval entre le growth et le product, donc pas pure engineering. Donc quand tu dis ça, tu te dis bon ok, en fait, est-ce qu'il y a un lien? Moi, j'en trouve pas vraiment. On pourrait se dire que oui, mais en fait, globalement, juste sur les CV, pas trop. Néanmoins, mon opinion, c'est que je pense que c'est important quand même, tu vois, de regarder ce qui te manque comme skills, comme compétences en tant que fondateur pour savoir ce que tu vas recruter comme rôle. Et ça, j'en parlerai dans les recos. Après, je pense que les boîtes qui choisissent un premier product designer, pour la plupart, ils ont quand même un peu une petite sensibilité. Tu vois, si je prends Lucas, si je prends Kari, le CEO de Linear, Kari, typiquement, il était Head of Design de Coinbase, il était Lead Designer chez Airbnb de mémoire, et globalement, je pense que son choix s'est porté comme ça. Il venait de là, il sait que c'est très important pour crafter du produit, il avait cette sensibilité très forte en plus à la marque et à l'expérience, donc il s'est dit, moi, je veux donner cette route-là à mon produit et il me faut quelqu'un qui soit sensible autant que moi, puisqu'il va falloir que je délègue à un moment. Lucas, même s'il a un parcours engineering, comme je viens de le dire, il était très sensible au design déjà de base, donc très convaincu qu'un premier product designer pourrait lui apporter. Donc il y a un peu différents éléments de choix pour chaque founder, mais on voit que soit c'est globalement juste j'ai pâti de ma précédente expérience produit avec des PM, soit globalement j'ai une affinité assez forte au design et c'est comme ça que je veux le faire. J'ai pas envie d'un profil PM pour venir à la place d'un designer. Et après, toujours sur mon opinion, je me suis intéressé aux boîtes qui ont choisi carrément de bannir les profils product à l'échelle. Donc soit sur une période donnée et ils ont recruté des PM très tard, soit carrément les bannir complètement. Premier exemple qui me vient en tête, c'est Eleven Labs. C'est une boîte britannique dans l'AI qui a un succès, ça avance très vite. Et clairement, cette boîte, ils sont un peu plus de 300. J'ai regardé sur LinkedIn, 370 visiblement. Bon, je pense qu'on est sur 300. Cette boîte, elle a choisi de ne pas créer de rôle de PM. Donc en fait, elles ont laissé une autonomie énorme aux ingénieurs et elles ont créé un département growth. Donc ce n'est pas un département product. Et d'ailleurs, beaucoup de gens de ce département growth sont d'anciens PM. Très intéressant le podcast notamment avec Luke Harris sur 20VC. Je pourrais mettre le lien en description. Où Luke, qui est Head of Growth, je crois de mémoire, est un ancien PM aguerri et explique très très bien pourquoi ils font ce choix. Et globalement, il y a une volonté de responsabiliser très fort sur le business les PM. Comme ça, en fait, à nouveau, comme quand on voit que le nom des rôles, c'est très important, et le nom des départements. Il n'y a plus de question de qu'est-ce que fait un PM. Il est responsabilisé ou elle est responsabilisée sur le business, sur des métriques de croissance. Et à côté, on a des ingénieurs très certainement expérimentés, assez généralistes, qui ne sont pas là pour développer ou faire du beau code, ils sont là pour construire des produits et ils ont énormément d'autonomie. Ça, c'est un choix qui est très intéressant. Une deuxième configuration que je pourrais donner, c'est Stripe, qui est encore plus grosse, plus connue. Stripe, très longtemps, a fait le choix de merge, de fusionner les équipes produits et tech en appelant leurs products les product engineers. Donc pareil, c'est de l'appellation. Bon, Stripe, c'est un produit complexe, c'est un produit d'ingénieur avec une profondeur d'interface et d'expérience qui est peut-être un petit peu moins élevée que des produits consumer, évidemment. Mais néanmoins, ça a très bien fonctionné assez longtemps. Et puis j'ai commencé à regarder un petit peu récemment, et c'est vrai qu'ils ont des PM maintenant, généralistes. Je ne connais pas bien leur rôle, néanmoins, très très longtemps, avant qu'ils fassent des milliers de personnes, ils avaient des product engineers.
et c'est un peu les pionniers sur cette typologie de métier. Voilà ce que je peux dire. Et enfin, pour boucler sur mon opinion, je pense que de toute façon, comme on voit qu'il y a un vrai problème de nom de ces rôles, moi, mon opinion, c'est que ça va bouger assez vite. On voit déjà du coup ces tendances avec des gens qui recrutent des designers, qui veulent éliminer les PM ou carrément qui virent les PM de leur boîte, le non PM en tout cas. Mais je pense que de toute façon, avec les outils qui sont en train d'arriver, ce sera très compliqué de se dire est-ce que je suis designer ou PM. Si en fait, grâce à des outils comme Lovable ou d'autres versions, Cursor, V0, Réplique, peu importe, ces outils, s'ils te donnent la capacité de build des produits de manière très, très rapide, de prototyper très rapidement et d'itérer très rapidement sans avoir à passer par les ingénieurs ou les designers, globalement, si toi tu es PM et que tu utilises ces outils très bien, tu sais les prompter et que ça marche et que tu arrives à en tirer des résultats, il n'y a plus de raison de se poser la question de product designer ou PM. Évidemment, il y aura toujours des gens plus forts sur un volet de leur métier, mais globalement, je pense que ces outils vont vraiment, vraiment affiner la barrière entre ces métiers et je pense qu'on aura moins de questions à se poser. Il se posera par contre la question de la technicité derrière, c'est-à-dire la compréhension de l'AI, de la compréhension non pas des modèles sous-jacents, mais de comment on l'utilise et aussi l'évolution des interfaces. Je pense qu'il va beaucoup bouger, notamment à travers les MCP. Je ne vais pas faire le cours là-dessus, mais globalement, je pense que la façon dont les produits seront conçus, la façon dont l'humain interagira avec les produits, donc l'interface homme-machine, va radicalement changer. Je ne sais pas si demain on aura encore des CTA, des boutons et tout. Je pense que tout ça va faire que les métiers vont se resserrer un petit peu. Et je pense que par contre, les gens qui seront un petit peu à la ramasse seront les gens qui ne s'intéresseront pas à ces technologies et donc globalement vont rester dans leur rôle version 2025 et ça pourrait leur coûter cher demain sans vouloir créer de FOMO ou quoi que ce soit. Maintenant, je vais finir cette vidéo sur mes recommandations pour des entrepreneurs ou des équipes très jeunes qui commencent à créer leur équipe produit. Je pense que le premier truc auquel penser, c'est se poser la question de OK, on a quoi comme compétences dans la boîte? Qu'est-ce qui nous manque? Où est-ce qu'on a des lacunes? La première question, c'est ça. La deuxième question, c'est OK, qu'est-ce qu'on veut donner comme sens à notre produit? Est-ce qu'on veut que ce soit un produit finalement qui inspire beaucoup les gens? Alors, je pense que beaucoup veulent ça, mais pas forcément. Dans des boîtes, par exemple, qui sont très conduites, drivées par des sales, tu parles à ces boîtes-là, généralement, ce qu'ils veulent, c'est juste que ça charbonne niveau sales, que le produit suive ça. Ils ne sont pas forcément dans un délire de vouloir être hyper inspirant. Par contre, tu vas sur des produits consumer, c'est vrai que tu as envie de créer des expériences mémorables où les gens vraiment reviennent beaucoup parce que tu es très dépendant de l'utilisation que font les gens du produit. Donc c'est très différent le B2B et le consumer pour ça par exemple. Mais voilà, il y a 2 points, c'est vraiment quel est le trou de compétences dans la boîte et qu'est-ce qu'on veut créer comme expérience. Et de ça en fait on peut déjà se dire est-ce qu'un ou une PM ou un product designer c'est plus adéquat pour ce qu'on souhaite faire et ce qu'on manque en interne dans la boîte. La deuxième recommandation, je dirais que c'est d'éviter les profils coordinateurs. Donc là, que ce soit PM ou product designer, on a vu qu'il y avait un problème de nom, il y a peut-être des product designers coordinateurs aussi. Mais bref, il faut vraiment éviter ces personnes qui vont se placer en « je suis là pour coordonner, j'ai ma roadmap, personne n'y touche » et en fait, c'est moi qui décide de dire aux commerciaux qu'en fait, non, notre produit, il fait ça, c'est pas eux de décider, donc je mets une barrière et puis en fait, je vais dire aux devs de faire ça, c'est moi qui fais les specs et c'est moi qui décide. Ça, ces profils-là, et j'exagère, bien sûr, je tire le trait un peu, enfin, le trait est bien gras quand je fais ça, mais globalement, je pense que c'est des profils qui existent beaucoup sur le marché français et qu'il faut absolument les éviter en early stage. Je ne dis pas que c'est inutile plus tard, encore que ça se challenge, mais néanmoins en early stage, je pense qu'il faut absolument les éviter. Ce qu'il faut vraiment, vraiment réussir à faire dans vos process de recrutement, c'est s'assurer que le profil que vous allez recruter soit quelqu'un qui mette les mains dans le cambouis, qui a envie de construire. Et ça, c'est valable pour un PM, product designer ou vos ingénieurs. Les ingénieurs, c'est pareil. C'est troisième recommandation, toujours recruter des ingés si on peut et si on a les moyens, qui ont de la bouteille, qui sont expérimentés et qui ne vont pas vous dire que ce qu'ils aiment, c'est coder, qui vont vous dire que ce qu'ils aiment, c'est construire des produits. Parce que plus vos ingénieurs seront expérimentés, plus ils seront généralistes et ils pourront aller très très loin dans la chaîne de conception du produit. Ils seront d'ailleurs quasiment autonomes pour créer les produits, comme on le voit chez Eleven Labs. Et en fait, plus votre profil produit va pouvoir s'engager sur des enjeux business, prendre des décisions business, se responsabiliser dessus, bien sûr co-construire avec les ingénieurs, mais globalement, la valeur va être beaucoup plus du côté du biz que de la tech. Les problèmes, le temps passé sur la résolution de problèmes se fera beaucoup par les ingénieurs et les products seront beaucoup plus sur apporter de la valeur tangible au business et à la croissance de la boîte. Et enfin, j'aurai une dernière recommandation qui est celle-là plus pour les product managers actuels. Je pense que si ce n'est pas le cas, il faut vraiment, vraiment que vous vous mettiez à crafter et pas juste vous voir comme des managers, des propriétaires de votre produit, des stratèges. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui sont un petit peu blasés par ce qu'ils ont pu voir notamment il y a 3-4 ans avec la vague de financement et des PM qui étaient perçus comme des divas
J'en ai croisé aussi des divas, j'ai croisé aussi d'excellents PM. Il y a des PM crafters qui sont incroyables. On a un pool de first PM de fou en France réellement. Néanmoins, il y a beaucoup de PM qui sont restés un peu, je pense, qui sont restés un petit peu sur leurs acquis et sur leur laurier et qui se sont dit que c'était des PM incroyables parce qu'ils avaient fait telle ou telle boîte. Néanmoins, quand tu creuses, ils ont encore ce rôle qui est assez réduit finalement, qui est de coordonner. Ils sont assez forts à ça humainement, ils ont des bonnes compétences humaines. Par contre, pour ce qui est de crafter, donc construire le produit, vraiment mettre le nez dedans, prendre des décisions et les assumer, c'est beaucoup plus compliqué. Et en early stage, c'est juste mais inenvisageable de faire autrement, quoi. Donc, apprendre à crafter, ça veut dire construire des produits, mettre le nez dans des produits existants, aller sur Product Hunt, se loguer, regarder ce qui se passe, vraiment nourrir son intuition comme ça. Et avec les outils comme j'ai cité tout à l'heure, les Lovable, les Replit, les V0, les curseurs, franchement, aujourd'hui, vous pouvez crafter des trucs de malade, vous pouvez répliquer des sites existants, il y a plein de vidéos qui existent. Donc voilà, je donnerais vraiment comme conseil à CPM de s'y mettre vraiment. Je pense que ça ouvre les perspectives assez incroyables en termes de recrutement également. Et même pour votre quotidien, c'est assez ouf dans la compréhension de votre job. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous en tirerez quelque chose. À dispo dans les commentaires, si vous avez des commentaires évidemment, n'hésitez pas à interagir et j'essaierai de répondre au maximum possible. J'ai plein d'autres contenus sur ce sujet que je mettrai directement en description de cet épisode. Je rajouterai les liens avec mes échanges en podcast avec Lago, Hyperline, Pivot et Linear qui va bientôt sortir. Et d'ici là, si la vidéo vous a plu, dites-le moi, j'en ferai d'autres avec plaisir. Tchou!